Mais on va commencer. Euh, Avant de laisser la parole à Thierry pour ce matin, je voulais simplement d'abord débuter par vous dire à quel point je suis content qu'on puisse enfin, après ces années compliquées, euh, de nouveau se retrouver ici en présentiel. Parce que l'année dernière, on l'a fait, cet événement, la semaine de la préparation physique en visio. C'était moins convivial et moins sympathique quand même. Là, je me réjouis de voir l'amphi un peu rempli. J'espère qu'il continuera à se remplir un peu pendant les 3 jours. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que cet événement-là est organisé dans le cadre d'une formation fédérale de la Fédération française de basket. Et donc, elle s'adresse d'abord et avant tout à la promo de cette année, les stagiaires qui sont là. Donc, c'est votre formation, c'est votre colloque à vous. Et après, on a décidé qu'il serait bien dommage de se priver de la joie de faire partager tous les autres qui sont ici présents de ce que vous allez voir cette semaine. Donc, on va essayer de rendre les choses vivantes. Donc là, ce matin, Thierry, qui se présentera juste après, va commencer par un thème qui est vraiment central dans tout ce dont on a discuté déjà dans les semaines de formation. On va commencer ce matin à travers le thème de l'individualisation dans l'entraînement et donc dans l'entraînement en préparation physique aussi. Le but de ce matin, c'est que on va essayer de créer un échange. Donc, plus il y a de questions, mieux c'est. Et puis, je vous avais averti un petit peu à l'avance, les stagiaires du diplôme, il va falloir que vous proposiez en tant que cobaye, parce qu'il y a des choses qu'il va falloir expérimenter directement sur le terrain, je vais dire, mais le terrain qu'on aura ici ce matin. OK ? En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne intervention, une bonne semaine de la préparation physique. Je ferai des petits rappels sur les différents moments où on se retrouvera, puisque cet après-midi, on se retrouvera ailleurs que dans l'amphi et on fera plusieurs fois des voyages entre ici et des vrais terrains sportifs. Voilà, bonne intervention à tous. Thierry, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'être là ce matin. Bonjour à tout le monde. Allez, je fais rapidement une présentation. Donc Thierry Dumaine, je suis aujourd'hui adjoint au pôle performance. Le pôle performance à l'INSEP, c'est 100 personnes, 4 unités, donc 2 laboratoires, une unité de développement numérique et d'innovation, et ensuite une unité d'accompagnement à la performance dont j'étais le responsable jusqu'à peu. Anciennement, en fait, j'étais qu'entraîneur, entraîneur en rugby à 13. Donc mon parcours assez rapide, j'ai commencé en 96 BE1, BE2, c'était ça à l'époque. Rapidement sur développement en club, ensuite sur un comité, puis j'ai commencé à entraîner des sélections. Et à partir de 2002, en fait, j'ai été que sur la filière de haut niveau, que ce soit au niveau du pôle France, des pôles espoirs. Ensuite, de la chance dans mon parcours, c'est que j'ai entraîné toutes les équipes de France dans ma fédération, à plusieurs reprises l'équipe de France A. Et j'ai fini en fait en 2014, donc j'étais entraîneur national 10 ans, et j'ai fini en 2014 pendant 4 ans au Dragon catalan. Donc pour ceux qui commencent à voir, il y a les petits timbres dans l'équipe là qui font 2 par 2. Donc les Dragons catalans, c'est une équipe professionnelle qui est basée à Perpignan et qui fait le championnat anglais professionnel. Moi, au Dragon catalan, j'avais 2 missions. J'étais adjoint donc du staff de la première, mais ma mission principale, c'est que j'ai monté en fait un système académie. Et du coup, ben, ça va permettre qu'on puisse discuter sur aujourd'hui ben, le public et les métiers. Et donc, dans le système académie, j'entraînais l'équipe U19 qui faisait le championnat anglais de toutes les académies. Donc, l'objectif qui avait été fixé, c'était de faire passer le plus de personnes dans le monde professionnel. Voilà. Du coup, Sportco à 100%. Et pour autant, je vais commencer l'intervention comme ça. En fait, il y a des diapos, il y a des questions. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est que vous puissiez au moins, alors je parle du coup aux stagiaires de la formation, au moins avoir un avis, vous positionner et au moins vous entendre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça ne sert à rien de parler de... Là, j'ai fini de parler de moi. Et l'important, c'est comment vous avez construit votre philosophie d'entraînement ou d'intervention en préparation physique. L'intention, c'est pas de savoir comment je l'ai faite. On pourra en discuter, mais c'est de savoir comment vous, déjà, vous vous percevez. Donc, la première question, l'individualisation est-il un élément central de votre modèle de perf? Oui. Qui dit oui? Levez la main, comme ça.
à la volée. Comme ça, Julien il va pouvoir choisir. Allez, on va être galant, on va commencer. Bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, personnellement, oui, c'est un élément central, car à chaque début de prise en charge, ils sont tous testés individuellement pour vraiment savoir un petit peu, on va dire, je vais les screener afin de savoir comment ils sont à l'instant T et ensuite où je vais pouvoir les emmener pour qu'ils soient le plus performants et pour optimiser un peu plus leur prise en charge dans la prep physique. Ok, quand tu dis screener, ça veut dire que tu fais quoi tous les jours? Comment? Non, 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 pas tous les jours. Après, bien évidemment, à l'intérieur même d'un entraînement, je vais avoir des indicateurs qui me permettent également de savoir leur niveau de performance, leur état de fatigue pour pouvoir adapter la séance du jour. Donc, il y a Ok. quand même des indicateurs Ok, tu es entraîneur, préparateur physique. Ok, ton entraîneur, quand tu lui dis cet athlète-là, en fait, aujourd'hui, il faut l'alléger, il peut pas tout faire, Ouais. tu gères comment? Si moi, l'entraîneur ou moi-même? Toi, vis-à-vis de l'entraîneur. Après, ça dépend de l'entraîneur. Par exemple, actuellement, je suis avec le volley. On utilise des capteurs, ça s'appelle le Vert System, pour savoir un petit peu leur hauteur de saut et leur intensité de saut. Et en fait, avec cette tablette, ça nous permet de savoir un petit peu où il en est également dans son état de fatigue. Et donc, des fois, je vais dire à l'entraîneur exactement que là, le joueur, suite à la séance dernière, ça va pas être possible de faire telle ou telle charge. Il en prend en compte, il en prend pas en compte. Mais au moins, il a été informé. Et c'est à lui, après, de prendre la décision. Ok. Pour qui l'individualisation n'est pas l'élément central du projet de perf? Vous pouvez dire non, hein, c'est pas un problème. Hein. Donc, sur la vingtaine, il y a eu 3 oui et... Vas-y. Moi, je pense que ça dépend du public auquel on fait face. Par exemple, moi, je suis préparateur physique sur un groupe de U18. Et vu que c'est tous des jeunes, je vais pas forcément faire de l'individualisation, mais plus faire quelque chose de global pour des gens qui viennent de commencer ou qui apprennent les notions de préparation physique, qui puissent tester un petit peu tout, voir nous aussi de façon à pouvoir les évaluer en fait, au lieu de directement dire bon bah toi on va te ranger entre guillemets ranger dans une case ou s'axer sur un développement en fait. Donc ça c'est plus axé sur les jeunes en fait. Donc pour toi, quand on s'occupe de jeunes, il y a Bah, pas... en tout cas pour ceux qui découvrent, pour vraiment quand je dis jeunes, c'est vraiment là pour le coup c'est ceux qui ont moins d'un an ou un an et quelques de notions de préparation physique. Ok. L'individualisation est possible principalement dans les sports individuels. Oui, non. Oui? Qui dit oui? Ok. Non? Ouais, tu peux passer ton micro, comme ça on va y aller. Non, parce que donc déjà je reprends ce que ma camarade Claire a dit dans le sens où l'idée, ça peut être intéressant déjà dans un premier temps de profiler au début de la saison pour définir des routines individuelles, pour définir des objectifs techniques individuels. Donc, au sein d'un collectif, on a des individus avec des particularités physiques, des particularités de poste de jeu, des particularités en termes de compétences techniques. Et à partir de là, comme chaque personne est différente, chaque entraînement l'est. Donc toi, tu es prépa physique, si tu as 12 athlètes, tu fais 12 entraînements par séance? Alors moi, je suis plutôt... ma casquette, elle est plutôt celle d'entraîneur. Okay. Et je te répondrai oui, j'essaye. J'essaye, ouais. Okay. Je pense que c'est possible, en s'organisant, notamment sur le début de saison, en testant. Je pense que c'est possible, ouais. Ok. Donc j'avais fait la suivante. En fait, ça, normalement, on le fait debout. Et ça permet à des personnes de se positionner par rapport à une ligne. Et on les interroge. Hein. Donc là, l'amphi, c'est pas le plus adapté. Mais ça permet déjà d'établir un contact. L'individualisation est-elle possible dans les sports co? Oui, non? Ok, pareil. Allez, micro. Moi, je pense qu'elle est possible. Après, moi, je pense surtout qu'il faut... parce que là, Saïd, il disait que lui, il pouvait faire ça à chaque séance. Moi, je pense que comme c'est un sport collectif, il y a des moments où il faut individualiser et il y a des moments où il faut revenir sur le groupe. Voilà. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est possible et c'est nécessaire. Mais il ne faut pas oublier que l'aspect collectif, il est aussi à mettre en place pour le développement. Moi, là, je vais vous partager une conviction.
Donc vous l'avez compris, j'étais sport co. Normalement, on joue à 17. On a des groupes plutôt de 25-30 à l'entraînement. Il y a un point, que vous soyez prépa physique ou entraîneur, c'est quel est l'objectif en fait de l'équipe que vous entraînez ou dans laquelle vous intervenez. Mon objectif, moi, c'était comment en fait permettre à des jeunes de passer professionnel. Donc certes, j'avais une compétition, mais pour moi, la compétition, c'était un outil et c'était pas une finalité. Et ça, c'est des choses, en tout cas, que vous devez fixer et clairement. Pourquoi ? Parce qu'on a un poids politique, on a une pression des familles, des parents, des autres clubs, et qui font qu'à des moments, on a tendance à prendre des petits raccourcis. Et ça, si vous êtes convaincu en entraînant des jeunes de l'objectif que vous avez fixé avec vous, le reste du staff, déjà, ça va vous donner aussi des directions sur est-ce que j'individualise, est-ce que c'est vraiment à 100%. Moi, je me suis retrouvé donc au Dragon avec un jeune qui était certainement le meilleur meneur de jeu des 3 dernières générations. Il avait juste 16 ans, c'est-à-dire là, il était vraiment très très jeune. Je savais que si, pour lui, pour le développer, il fallait au moins qu'il fasse entre 15 et 20 matchs. Donc ça veut dire que j'ai assumé qu'à des moments, il n'avait pas fait une bonne perf, mais par contre, il avait besoin de jouer. Et donc, ça veut dire qu'il rejouait. Donc il faut lutter contre les autres qui peuvent ne pas comprendre pourquoi ce joueur rejoue. La pression, parce que vous gagnez, vous perdez. Il y a toujours quelqu'un, un élu qui vient vous dire écoute, il ne faut pas que tu en perdes 4, parce que sinon... Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ça, vous le vivez tous, quel que soit le niveau dans lequel vous intervenez. Hein. Même si vous intervenez en pôle, je ne sais pas si vous faites des compétitions interpôle, mais ça peut exister. Moi, personnellement, je pense qu'en fait, plus ou moins consciemment, on ne fait que de l'individualisation. Je vous dirai après pourquoi. Donc l'individualisation concerne prioritairement la dimension mentale. Ça, c'était fait exprès. Parce qu'après, on va un peu tester ça. Je passe. Est-ce que ça concerne prioritairement la dimension physique ? Non ? Ok. Non, derrière, voilà. À mon sens, non, puisque justement, vous l'avez mis juste avant, il y a tout ce qui est aussi la préparation mentale qui est importante. Après, on peut aussi être sur... comment on peut appeler ça ? L'aspect physique, oui, mais à quelle dimension ? Que ce soit physique au niveau musculaire, au niveau motricité, au niveau de plein de choses. Donc, pour moi, non. Du coup, j'ai une question qui n'est pas en diapo. Dans le modèle de perf basket, c'est quoi les éléments les plus importants sur lesquels vous allez obligatoirement faire de l'individualisation ? En fait, on va arriver à cette conclusion rapidement. Vous prenez le foot, vous prenez le rugby, vous prenez le basket, le hand, enfin en tout cas tout ce qui est sport co. On sait qu'on doit travailler sur tous les secteurs. On sait que les secteurs sont enchevêtrés parce que la performance, elle est complexe dans le sens de lier et pas complexe dans le sens compliqué. Mais du coup, comment en fait, en fonction des catégories ou du milieu, vous dégagez des priorités pour qu'en fait, l'athlète, la personne, elle se développe. Et donc du coup, au basket, quels sont les les composantes de votre modèle de perf ? Sur la prépa physique, puisque vous êtes prépa physique, qu'est-ce qui est le plus important à développer ? Pareil, ça dépend aussi les objectifs qui ont été fixés en amont avec le joueur. Ok, c'est quoi ton contexte ? Pareil, moi c'était pour faire que les jeunes puissent jouer au plus haut niveau. Mais t'es en club ou t'es en pôle ? En club, ouais. Ok. Sur des jeunes qui puissent jouer à leur plus haut niveau. Et du coup, je vais savoir déjà quels sont leurs objectifs personnels, savoir où ils ont besoin de travailler, quelle technicité particulière ils ont besoin de travailler basketement parlant, que ce soit shoot, le dribble, des choses comme ça. Et du coup, après, je vais axer là-dessus. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour... Des routines, des choses. Attends, 2 secondes. On n'est pas en fait un jeu de questions-réponses, on a 1h30, donc on peut prendre le temps. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup ? Tu dis, tiens, j'ai mis des routines, d'accord. Mais tu as mis des routines, elles sont individualisées ? Ouais, ça veut dire que tu as fait quoi avant la routine ? Pareil, je les ai testés sur plein de choses différentes avec les tests que j'ai trouvés. Sur quoi du coup ? Moi, plus c'était shoot et tout ce qui était dribble en fait, par rapport aux objectifs que mes joueurs s'étaient fixés. Donc quelqu'un shoot et tu lui dis, tiens, toi ta routine, ça va être ça.
À force en fait de faire des shoots différents après dribble, après passe, après Ok. à 2, à 3 points, etc. Du coup, j'ai essayé d'analyser un maximum ce qui leur manquait et de travailler là-dessus sur les routines d'échauffement et de fin d'entraînement. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des routines ou des process Alors moi, je suis conseiller technique fédéral sur un département et au niveau des sélections départementales, comme c'est des jeunes, on a mis en place des temps de travail sur de la motricité. Alors il y a un travail d'échauffement sur de la mobilité, du renfort un peu en gainage et tout ça. Et ensuite, on a mis en place des ateliers sur soit de la compétence double pas, soit sur du travail d'appui dans des échelles, sur de la capacité, parce que c'est des filles U13 qui vont apprendre à lever le genou pour être un peu plus en capacité de courir correctement. Vitesse de bras, avec des petites lumières, voilà, les blaze pods. Et voilà, on en fait ça sur une grosse séquence, sur à peu près 1 heure chaque mercredi, parce qu'on les a qu'une fois par semaine. Et du coup, ça t'apporte quoi? Moi, je développe de manière globale, c'est-à-dire que c'est pas de l'individualisation là que je fais, c'est quelque chose de global. Donc, nous, on n'a pas le temps de faire les testings, parce qu'on les détecte au début, et en fonction du contexte, comme tu nous demandais par rapport au contexte qu'on avait, moi, là, je te dirais qu'on ne peut pas individualiser, parce qu'on les a qu'une seule fois semaine, et qu'on n'est pas les clubs qui les entraînent 2 ou 3 fois en plus à côté, quoi. Voilà. Et du coup, l'objectif de la sélection, c'est quoi en fait? Nous, c'est de développer les gamines en plus de leurs entraînements de club, individuellement, pour qu'elles puissent après aller faire les tests d'entrée au pôle, donc de les emmener où elles peuvent individuellement, et qu'après, dans la deuxième heure, elles puissent rentrer dans le collectif. Du coup, je viens à cette question. C'est plus pour le débat général. Tu dis on les a une fois semaine? Oui, 2 heures. Pour du développement, mais on ne peut pas individualiser. On a du mal à le faire puisqu'on en a 20. Et comme on en a 20, sur le temps qui nous a imparti, alors moi maintenant c'est une réflexion que je mène évidemment, mais c'est la manière dont on a fonctionné cette année que je t'explique. Mais l'idée ce serait effectivement qu'à terme on arrive peut-être à avoir un temps où peut-être sur les profils un peu plus potentiels, on ait une séance supplémentaire par semaine avec un truc un peu plus individualisé. Mais ça, encore une fois, c'est de l'argent, je ne sais pas si ça va être possible de mettre en place et tout ça, mais enfin tu connais des contextes. Ouais. Par contre, là où c'est un avis, je pense que c'est surtout une question de priorité. Oui. Et là, pour le coup, j'entends que la priorité de ce groupe-là, c'est de faire du développement, mais pas d'équipe. Du coup, c'est peut-être là où il faut individualiser. Je sais pas. On pourra peut-être après l'apéro. Ouais, on en discutera. Mais vous voyez, ça c'est pour moi un bon exemple. C'est-à-dire qu'on a des intentions. Et derrière, en fait, ou parce qu'on n'est pas formé là-dedans, ou parce qu'on n'est pas habitué, en fait, on a quand même, par moment, des craintes à aller sur de l'individualisation. Alors, quand j'ai entendu parler de screening, je vous fais le parallèle avec ce qu'on mène, nous, ici, mais on le faisait pareil dans l'équipe au Dragon. Donc, au Dragon, on faisait le FMS pour tous les jeunes. Suite au FMS, il y avait un petit bilan avec justement des mises en place de routines, mais individualisées. Et pour le coup, tout le monde avait une élastique, mais il y avait certains, c'était pour le genou, d'autres, c'était pour l'épaule. Et pour moi, l'individualisation, à un premier niveau, elle peut commencer là, en tout cas. Ici, au niveau de l'INSEP, on a mis une batterie de tests qui permet de mesurer les filières énergétiques. Ça, c'est des tests sur Wattbike. On a des tests sur plateforme de force et qui nous permettent de trouver en fait les profils force-vitesse pour orienter en fait les cycles de musculation en fonction des disciplines. Et on a un test, alors c'est pas exactement le FMS, c'est tiré du FMS. On a 5 tests en fait qui sont filmés. On a une application où on peut screener les photos et ça nous permet d'avoir justement les fragilités, là où il y a des problèmes de mobilité, cheville, hanche, genou, cou. Et pour moi, ça, en tout cas, c'est un bon début d'individualisation parce que ça veut dire que mais ça nous prend, objectivement, ça nous prend 3 heures pour 10 personnes. Mais 3 heures pour 10, donc ça veut dire que pour une, en gros, il faut, si vous avez 20 personnes, ça veut dire que c'est facile à organiser. En tout cas, ici, on arrive à l'organiser. Mais c'est surtout, moi, le gain que j'y vois, c'est pour la suite. Vas-y, fais-nous participer. Y a pas de... Enfin, moi, je faisais la remarque, je me disais... C'est-à-dire que pour 20 personnes, tu en as pour 6 heures. Quoi. C'est ce que tu viens de nous dire. Donc c'est une journée pour 20 personnes. Et je lui ai dit que non, ça peut aller très vite si au bout d'un moment tu commences à prendre le pli et que
tes protocoles soient bien établis, tu fais hop, ça passe. Nous, ce qui est clair, c'est que ce service, on le propose à toutes les fédérations. Il y a plusieurs intentions. Un, c'est dans le cadre du suivi à long terme qu'on mène avec toutes les fédérations olympiques, c'est leur proposer des photos avec un intervalle régulier. La deuxième chose, c'est permettre en fait aux entraîneurs, aux préparateurs physiques, d'avoir des éléments objectivables pour aller vers de l'individualisation, que ce soit de programmes de musculation, que ce soit de routines préventives. Du coup, ça veut dire qu'entre 2 examens, on peut voir l'effet ou pas du travail qui a été fait. Et le troisième, c'est que dans notre parcours de blessure, on le réintègre. C'est-à-dire que nous, on a une photo et ça permet, suite à une blessure, de pouvoir revenir à des indicateurs qui pourraient être sensiblement les mêmes ou voire meilleurs. Voilà. Après, c'est un service qu'on propose. Je vois Sabine là qui est arrivée. Elle participe avec nous dans ce process. Mais ça peut être en tout cas un élément déjà premier d'individualisation. Si vous rajoutez à ça, je ne vous poserai pas la question, est-ce que vous entraînez des athlètes ou des personnes ? Parce que ça, c'est une vraie en tout cas, réponse. Je n'ai pas besoin de l'avoir, la vôtre. Mais est-ce que vous prenez la scolarité ? Est-ce que vous prenez vraiment son âge ? Est-ce que vous prenez en compte son histoire ? Parce que si vous ne partez pas de l'individu, puisque dans l'individualisation, on parle de personne, on ne parle pas d'athlète, ben déjà, pour moi, on manque une partie. Et donc, si vous n'êtes là que pour accueillir la personne, oui, non, mais moi, je fais attention. Comme je la connais bien, je lui demande si ça va. Et là, je suis sûr, elle me dit tout le temps ça va. Et là, je sais que quand elle me dit ça, c'est top, c'est qu'elle est prête. Ouais. Donc là, ça veut dire que là, tu nous emmènes sur un chemin où la prépa physique est une composante d'une individualisation qui va être beaucoup plus globale au départ, qui va être de découvrir qui est la personne, enfin le sportif qu'on encadre, qu'on va accompagner. Donc il y a tous les aspects mentaux, il y a tous les aspects de vie perso, de développement perso. Et là, tu pars sur un truc où juste une plateforme, excuse-moi, je vais être un peu... juste une plateforme, est-ce que ça va vraiment permettre d'accompagner, de développer la personne jusqu'au plus haut niveau ? Tu as la réponse à ta question. Très souvent, on a la réponse, mais il faut aller poser des questions pour la trouver. Mais... Aujourd'hui, et notamment au basket, où moi je suis vraiment super étonné par les grands gabarits, ça mériterait de se poser la question sur l'âge biologique et l'âge chronologique. Normalement, ça se fait, je crois, ça. Je sais pas. C'est pour ça que je vous la pose, la question. Je sais qu'au foot... je crois qu'on a été un peu initiés. Bah, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Pour faire très court, on a essayé d'associer la mesure du pic de croissance par l'intermédiaire de la formule de Mirol pour chaque athlète, en tout cas sur les structures Pôle Espoir. Et après, l'idée qu'on avait, c'était d'associer ce résultat à des tests de profilage, une matrice test commune à tous les pôles, et dégager après des groupes d'entraînement en fonction des résultats qu'on observe. Et là, on rentre dans une logique, en tout cas sur le territoire français, un peu novatrice de l'individualisation. Peut-être dans le rugby, ça se fait de manière plus développée encore, mais on essaye d'y rentrer pas à pas, quoi. Non, sincèrement, là où il y a des écrits, c'est dans le football, notamment en Suisse où ils ont développé 2 systèmes du coup pour les athlètes, parce qu'ils se rendent compte que notamment à 15 ans, il peut y avoir jusqu'à 3 ans de différence. Et 3 ans, ça fait des fois 25-30 cm. Ce qui veut dire, eux, ils se sont rendus compte, ils ont fait aussi une étude sur les cohortes, que les gens qui étaient les plus physiques étaient le plus sélectionnés, qu'en règle générale, c'était ces personnes-là qui étaient nées le premier trimestre de l'année, mais que par contre, c'était celles qui performaient le moins après 18 ans. Et ils se sont rendus compte que justement, les personnes qui n'avaient pas encore atteint leur pic de croissance et qui étaient en retard, on va dire, d'un point de vue biologique, eux développaient d'autres compétences qui leur permettaient, une fois que le physique, c'était plus le modèle, un item le plus important du modèle de perf, eux d'exister et de durer en fait sur le haut niveau. Donc voilà, c'est pour ça. Donc l'individualisation, comme tu le dis, elle part dans toutes les directions. On n'est pas égaux devant l'alimentation. Donc aujourd'hui, on utilise des patchs glycémiques avec nos nutritionnistes et nos chercheurs qui permettent de connaître l'impact d'un aliment sur le taux de glycémie.
Ça fait partie de l'individualisation. Donc il y a le côté physique. Combien d'heures vous allez passer à l'entraînement? Certaines transpirent beaucoup, d'autres pas beaucoup. Il y a l'hydratation, il y a le sommeil. Voilà. En fait, tout ça pour vous dire que pour moi, on ne peut faire que de l'individualisation et que le plus facile, c'est de dire, de toute façon, on est un sport co, donc on entraîne tout le monde et on espère qu'en fait, il y a une espèce d'entonnoir qui va se faire comme la pyramide inversée. Et puis, il va sortir toujours un, deux athlètes. Et puis, comme il en sort un, deux, ben, en fait, ces deux qui sont, si on les regarde vraiment précisément, qui sont certainement singuliers, ben, en fait, on en fait une généralité. Voilà, donc c'est juste une ouverture que je vous proposais à travers le questionnement, savoir où est-ce que vous en étiez, parce que ça m'intéresse aussi. Thierry, oui. je te coupe. Comme l'a dit Sabine, il y a les collègues aussi préparateurs physiques des pôles espoirs qui sont là. Peut-être que certains veulent intervenir et compléter ce qui a été dit. La parole, bien sûr, n'est pas réservée qu'aux stagiaires du diplôme. S'il y en a qui ont envie de prendre la parole, je vous invite à poser des questions, à intervenir. Est-ce que parmi les collègues des pôles, il y en a certains qui ont une question ou un avis à donner sur ce qui vient d'être dit depuis le début? Non, vous n'osez pas, vous êtes timide? Ou vous êtes d'accord? Quentin? J'ai une question sur le développement de l'individu et de la prépa mentale. Est-ce que tu as des batteries de tests aujourd'hui que tu gardes au même titre que des batteries de tests sur le développement physique, sur le développement de l'individu et de la prépa mentale? Oui, la chance que nous avons ici, c'est qu'on a 20 chercheurs, dont certains sur la dimension mentale et la psychologie. Moi, je leur ai demandé de faire un travail aussi sur le parcours de blessure. Et du coup, il y a des questionnaires sur la gestion de l'anxiété, sur le stress, sur comment vivre des situations difficiles, au contraire positives. Donc, on a des tests comme ça qui sont inclus dans les parcours et que les athlètes font assez régulièrement, et notamment quand ils sont blessés. Donc oui, en tout cas, ça existe, on en utilise. On utilisera, je vais vous le montrer. Donc, l'invitation que Julien, en tout cas, m'a faite, c'était comment aussi, à travers les préférences motrices, et on va y arriver, c'est un outil qui peut être utile aux préparateurs physiques et aux entraîneurs pour connaître un peu plus leur athlète, connaître un peu plus les personnes, savoir quels sont leurs leviers motivationnels, qu'est-ce qui les engage dans l'action, et connaître les créatifs, d'autres qui vont être très, très respectueux des systèmes de jeu. Et donc voilà, donc ça, vous allez le vivre tout à l'heure. Petite dernière question, l'individualisation a-t-elle des limites? A priori, non. Ok. Oui, peut-être on ne me connaît pas trop. Moi, je suis Laurent Garros. Je suis dans le tennis. Et j'interviens sur le pôle espoir Nouvelle-Aquitaine avec Gwen Pestel et Christophe Poncharou depuis septembre, juste là. Donc, je découvre un peu l'environnement basket, bien que quand même j'ai pu le côtoyer un petit peu. Et puis bon, j'entends beaucoup de choses depuis le début, et des choses de bon sens, autant par toi, par rapport au cadre précis, autant aussi les questions que tu te poses par rapport aux problématiques de moyens et d'organisation et d'âge aussi. Et donc j'en viens un petit peu à cette question. Est-ce qu'elle a des limites? J'aurais tendance à dire, si on la commence trop tôt, oui. Pour un petit peu, peut-être venir en contradiction avec ce que tu dis, avec ce que tu as proposé, qui certes est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, par rapport au monde que l'on reçoit, il n'y a pas que le basket, j'interviens en tennis, j'interviens en ping, aussi sur des jeunes, hein, là, et en ping sur des très très jeunes aussi. On se rend compte aujourd'hui, depuis 30 ans, je suis prof de PS au départ, que la motricité générale quand même des mômes est moins bonne peut-être que ce qu'elle l'était avant. Et du coup, on reçoit des mômes qui ne sont pas trop sportifs, mais de manière globale. J'entends, quand je dis sportifs, qui n'ont pas la motricité de base leur permettant de pouvoir aller très vite ensuite dans leur spécialité. Et du coup, de pouvoir peut-être rentrer un peu plus rapidement dans l'individualisation.
Or, il me semble qu'aujourd'hui, on a quand même un rôle majeur sur ces jeunes tranches d'âge, de vraiment les mener de manière globale et collective à un niveau moteur qui soit le plus juste pour pouvoir aller ensuite là-dessus. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse quand même regarder un petit peu comment ils sont au départ pour effectivement, dans le collectif, individualiser le travail. À ce niveau-là, hein, je suis bien clair. Au-delà de 15-16 ans, bon, bien évidemment, rentrer dans l'individualisation, il n'y a vraiment aucun souci. Enfin, voilà un petit peu ce que je voulais dire un peu en lien avec ça. Laurent, du coup, j'ai une question. Donc là, en ce moment, tu interviens sur le basket, c'est ça? Ou sur les 3 disciplines? Non, j'interviens sur les 3, oui. OK. Donc, on va prendre le tennis de table. Du coup, pour tous ces jeunes où il faut développer une motricité assez générale, combien de fois ils font du tennis de table et combien de fois ils font un autre sport ou une autre activité? C'est très simple hein, en termes d'organisation aujourd'hui. C'est une problématique pour moi de système, la question que tu poses. C'est-à-dire que les pôles tels qu'ils sont organisés, alors moi je ne suis pas dans cette organisation, dans la définition hein, de la stratégie, c'est pour le ping et le basket, donc entraînement basket et ping le lundi une fois, le mardi 2 fois, avec une petite orientation physique, mais qui est faite par le staff technique. Okay. Le mercredi, entraînement de la spécialité, donc hein, disciplinaire. Le jeudi, c'est un remake du mardi, et c'est là, pour le basket, qu'interviennent ce créneau de motricité générale. Hein, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. Et puis c'est tout. Ensuite, ça part en club. Voilà un petit peu l'organisation par rapport aussi aux réalités des moyens quand on remet cela dans le cadre général de l'emploi du temps hebdomadaire et quotidien des membres avec la scolarité. Voilà. Du coup, ça fait une séance de motricité sur 5. Oui, enfin, c'est un peu... Oui, si tu veux, si je la considère comme ça. Maintenant, le staff sportif, quand même, oriente aller sur le créneau du mardi matin, hein, je pense au mardi matin, et essaie de coupler quelque chose qui soit cohérent, basket, motricité, quoi, aussi. Voilà. Moi, là où je te rejoins, il y a très longtemps, je me suis rendu compte que l'école ne faisait plus, en tout cas, son rôle de développement des potentiels. Et je sais que, en tout cas, nous, on avait du temps avec nos gamins, mais ils faisaient de la gymnastique, ils faisaient de la natation, ils faisaient en fait d'autres sports pour justement permettre ce développement. Et aujourd'hui, je reviens à ça, on est tous convaincus que les athlètes, ils ne sont pas armés comme il y a 10, comme il y a 15 ans. Et pour autant, on continue quand même à hyper spécialiser les entraînements. Et tu parles du tennis de table. Donc je travaille avec le tennis de table. Ils ont une grosse problématique de blessure. Ils passent 12 heures à faire du tennis de table à la répétition à peu près de 400 fois le même geste pour tout le monde avec la même technique. Donc je pense que je suis très d'accord avec toi sur le fait que elle a des limites, l'individualisation, mais de la même façon, je pense qu'on n'est pas cohérent. C'est-à-dire que on sait que les gamins ne sont pas développés, ne sont pas armés pour subir les charges d'entraînement. Qu'en leur faisant faire du tennis de table ou du basket, 90% du temps, on va les enfermer, non pas les ouvrir. Et paradoxalement, dans les programmes, et là je parle des programmes en général, hein, fédéraux ou autres, on ne fait que du spécifique. Donc voilà, c'était en tout cas pour, et je te remercie de ton intervention, pour en tout cas mettre ça aussi en avant, c'est que vous aussi en tant que prépa physique ou en tant que responsable de pôle, j'entends, il y a des contraintes, il y a des moyens. Je reviens simplement à quel est votre objectif et aussi quelle est votre philosophie et pourquoi vous êtes là. Parce que ça, c'est 3 vraies questions. Alors oui, c'est quelqu'un de 50 ans qui vous parle, qui a 25 ans d'entraînement, mais j'ai vraiment cheminé pour être très en accord avec ce que je faisais et pas avoir de décalage avec ce que je présentais aux athlètes, aux familles, et ensuite ce que je vendais dans le réel. Et ça, c'est quand même assez important. Donc, si pour vous, la priorité, c'est de développer des individus parce qu'ils ne sont pas armés en termes de motricité,
aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a des périodes, peut-être que c'est bien qu'il fasse du basket que 2 fois sur 5. Et peut-être qu'il y aura des périodes qui seront très opportunes où ça sera 4 fois sur 5. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de système très développé là-dessus, en tout cas. Il y a un peu le tennis qui travaille sur l'individualisation au niveau des préférences motrices et des réflexes archaïques, mais il y en a très très peu. Les réflexes archaïques, vous connaissez, du coup? Tu connais? Tu peux nous en parler assez rapidement, puisque tu connais. En fait, les réflexes archaïques, ça a été beaucoup utilisé d'abord dans la posturologie, afin de savoir un petit peu le schéma moteur de la personne et savoir un petit peu les réflexes innés à l'âge de l'enfant, ce qu'il a été développé. Et donc en fait, on va faire différentes batteries de tests pour savoir s'ils ont développé ce type de réflexes. Et s'ils n'ont pas développé ce réflexe, ils ont peut-être mis des compensations motrices qui vont induire des compensations au niveau de leur posture. Donc voilà, un petit peu, il y a plein Je te remercie. Pas de souci. Je fais un petit partage. Je crois qu'il y a à peu près 180 réflexes archaïques qui sont plus ou moins du coup développés en fonction des expériences depuis la naissance. Nous, l'année dernière, pour préparer Tokyo, on a eu un judoka. Son entraîneur est venu et en fait, il avait remarqué que sur une vidéo, chaque fois qu'il y avait une situation qui se présentait, il y avait la même posture, il y avait le même réflexe qui était engagé. Du coup, on a travaillé avec une psychomotricienne, on a fait un petit bilan sur les réflexes et bien que la personne ait 30 ans, on a travaillé, on a fait une dizaine de séances pour voir s'il n'y avait pas en tout cas une piste d'amélioration là-dessus. Donc si vous êtes curieux, franchement, les réflexes archaïques et notamment vu les âges que vos athlètes ont, c'est-à-dire de 12 à, on va dire, à 16 ans ou 18 pour la plupart, ça vaut le coup de faire un petit crochet par là en tout cas. Voilà. Ensuite, et à la décharge de tout, notamment les entraîneurs ou même préparateurs physiques, je vais être un peu dur, mais nos formations nous forment qu'à entraîner des équipes. Donc j'ai milité dans ma fédération pour qu'on fasse un DE de développement de talent, parce que pour moi, ce n'est pas le même travail. Il y a des gens qui sont très bons pour entraîner des équipes et d'autres qui vont être très bons pour développer l'individu et finalement dépasser même les attentes des coachs. Et je trouve que pour le coup, on n'a pas des formations en tout cas qui sont assez solides aujourd'hui. Ces formations-là, on peut les trouver en Angleterre, ça oui, en tout cas dans ma discipline. Il y a 2 filières différentes. Il y a des gens qui développent des talents et d'autres qui entraînent des équipes. Donc voilà, si vous êtes à certains postes, ça peut valoir le coup de pousser, de dire mais tiens, est-ce qu'on ne peut pas quand même s'orienter là-dessus. L'intérêt, on en a parlé. J'ai mis est-ce que c'est un frein votre projet de perf? On va passer sur la question. Voilà, on passe sur les questions, sur ces questions-là. Pour moi, ce que je vais vous proposer, c'est de tester. Est-ce que vous connaissez les préférences motrices? Ouais, vous connaissez? Non, il y a aussi le collègue là-bas après. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Vous êtes dans la salle, donc on peut vous entendre. Vas-y, je t'en prie. Oui, je connais. Oui, et C'était la question. ouais. Et donc, qu'est-ce que tu en connais? J'en connais que tout individu possède une manière d'organiser son corps propre à lui dès la naissance. Voilà, donc c'est des mouvements ancrés, une motricité ancrée, un placement d'épaule, un placement de pied, un placement de bassin, une manière de marcher, etc. Donc chacun a ses spécificités. Et à l'aide de tests, il est intéressant de pouvoir détecter tout ça et pourquoi pas individualiser un entraînement, une technique, un placement, etc. Okay, donc toi, tu es entraîneur, hein, c'est bien ça? Oui. Donc tu individualises la façon de shooter de tes joueurs? Je suis en train de construire cette démarche. Okay. Aujourd'hui, je me suis intéressé à cette thématique. J'ai démarré des formations. Et je suis en train de construire justement la transversalité entre les tests de préférence motrice et la technique basket. Je ne me suis pas intéressé à la transversalité avec la prépa physique parce qu'elle me semble
pour le moment, avec les infos que j'ai, difficile. Pour l'instant, j'ai plus le sentiment qu'en prépa physique, on recherche justement une neutralité dans les placements, les gestes, etc. Et c'est pour ça que je suis un petit peu en difficulté dans la transversalité avec les préférences motrices. Par contre, avec la technique basket, je construis ma démarche, mais c'est en tout cas beaucoup plus clair pour moi. Ok, on va juste écouter le collègue et puis après je vais vous inviter à tester les préférences motrices. Bonjour, en fait moi je suis podologue et j'utilise les préférences motrices pour, en fait par rapport aux patients, je fais un testing à la fin de mon bilan pour connaître justement leurs préférences motrices et voir quelle est leur force et comment ils se mettent en sécurité, en économie d'énergie. Et après, je relie ça à la pathologie et après, j'essaie de les mettre dans cette direction. Ok, très bien. Donc, je finis, j'ai 5 minutes là pour finir et après, je vais vous inviter à ce qu'on le teste en fait entre nous. Julien m'avait demandé de prendre des gens au hasard. Je trouve ça un peu... en plus, c'est filmé, donc il vaut mieux que tout le monde, en tout cas ceux qui souhaitent, puissent au moins vivre l'expérience. On va voir comment on va s'organiser. Par contre, j'ai acquis certaines convictions en tant qu'entraîneur. C'est que je connais très peu d'athlètes qui font mal exprès. Et ça renvoie quand même à une certaine humilité quand... on a tous dit au moins une fois dans sa carrière, mais putain, il comprend rien ou c'est pas possible, il n'y arrive pas. Et j'avoue qu'au fil du temps, je me suis surtout posé des questions sur moi, la façon dont déjà je transmettais les choses, la façon dont la personne s'organisait pour les faire. Et finalement, ce que j'ai développé, et c'est là où moi j'ai eu le plus de plaisir à entraîner, c'était ce que j'appelle coacher l'intention. C'est-à-dire, voilà, basket. L'objectif, c'est mettre le ballon dans le panier. Tu le mets comme tu veux, tu t'organises comme tu veux. Par contre, voilà la consigne. Et puis rien. Après, une fois que c'est exécuté, en fonction de réussite par réussite, je vais pouvoir te donner en tout cas 2 options et pas t'enfermer dans celle qui normalement m'arrange, c'est-à-dire la mienne. Pourquoi ? Parce que quand on est entraîneur, souvent on démontre. Donc comme on démontre, on le fait selon nos préférences motrices, selon la technique qu'on a acquise. Et je trouve qu'en faisant ça, et je l'ai fait pendant un certain nombre d'années, ben en fait, on perd des athlètes qui certainement avaient un potentiel, et puis finalement qui ne rentraient pas dans le moule, dans le nôtre. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il faut travailler pour les athlètes. Et quand on dit ça, c'est-à-dire qu'il faut trouver une distance assez suffisante pour en fait le laisser faire, entre guillemets, s'organiser, pour que nous, on soit juste là, en fait, à l'orienter sur « Tiens, essaye ça. Est-ce que c'est la visée ? Est-ce que c'est parce que tu es vertical ? Est-ce que c'est parce que tu es horizontal ?» Et simplement les laisser s'épanouir. Donc, ce n'est pas du tout un discours de philosophe, c'est quelqu'un de terrain. Mais ça, c'est vraiment important. Parce que, notamment, là, je dis en France, on a toujours été reconnus comme des entraîneurs très technicistes. On avait besoin de faire une passe avec le coup de lever, avec une certaine façon de faire, et la façon de plaquer. Au moins, je vais prendre cet exemple-là au rugby. La façon de plaquer, il y a 90% des personnes à qui on demande de plaquer de façon à l'âme, c'est-à-dire même bras et même épaule. Et donc physiquement, viens Julien, je ne vais pas te plaquer, mais on va faire la démonstration. Si moi je suis en position de plaquer, Julien il a le ballon dans ce bras, moi je vais pour le plaquer, donc il me pousse. Donc vas-y. Donc physiquement, j'ai pas d'appui. Donc si par contre je me mets même bras, même jambe, je suis là, j'ai des appuis. Ok ? Et en fait, il y a 10% des personnes, et ça en regardant, en passant des heures sur les vidéos, et il y a 10% des personnes qui sont très efficaces quand elles ont des appuis parallèles, et là, vous ne pouvez pas le bouger. Moi j'en fais partie des 10%, mais c'est pour ça. Les autres, dès qu'elles vont être là, en fait, elles vont prendre un impact, elles vont partir derrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec les 2 appuis, mécaniquement, c'est pas explicable que ce soit plus stable que quand on est en fait ici. Ok ? Et du coup, je passais des athlètes en leur disant voilà, mets le bras, mets la jambe, c'est comme ça, les Australiens le font, les meilleurs le font, donc nous, il faut qu'on le fasse comme ça. Et donc, lors de ma dernière expérience, je voyais bien qu'il y avait des joueurs qui avaient très envie de devenir pro et qui bloquaient à l'entraînement. Par contre, en match,
fait, je regardais l'efficacité des stats et on faisait chaque semaine une séance vidéo individualisée. Donc, ils passaient avec moi 1 heure pour voir toute leur action. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, s'il est efficace là, pourquoi je vais le contrarier si ce n'est pour me faire plaisir? Et j'ai commencé à me détacher de ça et à centrer les athlètes sur du coup l'efficacité. Et que ce soit pour un plaquage, que ce soit pour un cadrage débordement, que ce soit pour de l'écoute, pour... Oui. Tu veux dire qu'il vaut mieux consolider quelque chose qui ne serait pas dit académique, on va dire ça comme ça, plutôt que de casser pour refaire selon les codes en fait, de la discipline? Déjà, casser pour refaire, je sais... Non, mais tu l'as très bien dit. Certains disent qu'il faut même refaire passer les athlètes par un côté primaire en faisant certains mouvements reptiliens, enfin des choses comme ça. Je crois que reprogrammer ensuite, ça prend quand même beaucoup de temps. Et du coup, c'est là où c'est comment dire, assez intéressant, c'est de savoir s'il est efficace là, est-ce que moi j'ai plus d'intérêt à le sortir de sa perf ou à le faire rentrer dans un moule qui finalement va plaire à qui? À moi, peut-être à l'entraîneur en chef ou au système. Efficace, c'est si je suis là pour marquer des paniers et que j'ai 80% de paniers et que c'est la demande de l'entraîneur, pourquoi je le changerais? Vous avez des basketteurs, non? Il y en a un qui est pas mal en ce moment, là, qui tire pas mal avec le coude à l'extérieur. Ok. Normalement, par contre, on est bien d'accord, hein, l'axe, l'épaule, le poignet. Déjà, chez vous, au basket, c'est un bon début. Et dès que vous allez à l'école de basket, mon fils y est passé, on l'a aligné face au panier. Et puis voilà, c'était le coude, c'était ça. Je vais décaler, il y en a qui refont le geste, ils se sentent bien. Moi, ça me va, je suis vertical. Mais les gens qui sont horizontaux, ils vont avoir tendance à plutôt être là ou à commencer à se dévier. Et c'est là où c'est intéressant. Au badminton, je vous parle de mon fils, c'est plus facile, hein, et en plus il ne le saura pas. Il était tout petit, il avait une façon de dégager les volants qui faisait que ça tombait à 1 mètre. Sauf que ce n'était pas académique. Donc son entraîneur a voulu vraiment que là, le double ciseau, regardez tout ça, il a perdu 3 mètres. Donc j'ai juste questionné en tant que papa, je dis ok, j'ai dit du coup t'es content? Ah ouais, franchement il saute super bien. J'ai dit d'accord, par contre il a perdu 3 mètres de profondeur, ça c'est pas grave. Non, parce qu'après ça va aller beaucoup mieux. Ça va jamais mieux. Si naturellement vous arrivez à faire quelque chose, pourquoi vous voulez en fait changer ce qui marche? Ça c'est une question, hein. C'est pas une certitude, mais c'est une invitation. Ouais. C'est pas le résultat, c'est le chemin qui est pas important. C'est pas la même chose, hein. Pardon? Si plaque, ce que j'aurais pu te dire, c'est que on avait nous des indicateurs clés de à 80% de plaquage réussi. Pour nous, c'était positif. Donc, si tu réussis 50 et que sur les 50 que tu manques, tu as les appuis parallèles qui font que en fait, tu pars derrière et que tu subis les plaquages, ben là, à un moment donné, je vais te dire, écoute, essaye peut-être de mettre cette jambe-là, ou essaye de mettre l'autre, ou organise-toi plus tôt. Donc, je vais essayer de donner des pistes par rapport à la connaissance des profils, et du coup, je vais inviter en fait l'athlète à tester. Pareil pour tirer, il y a des gens en fait qui sont capables pour se concentrer, ils vont viser un point au départ, et après ils vont élargir leur champ de vision. D'autres qui ont une vision plutôt globale d'abord, et ensuite ils vont aller vers le point. Mais quand les gens ils tapent au but, moi il y a le gars qui réussit, puis je lui dis écoute, comment tu fais, comment tu te prépares? En fait je pars de lui, donc je le questionne. Ok, qu'est-ce que tu regardes quand tu tapes au poteau? Quand est-ce que tu le regardes? Quand tu es fatigué, est-ce que tu fais la même chose? Est-ce que tu réussis ou est-ce que tu ne réussis pas? Tiens, on va te mettre après une séance physique, je te propose qu'on fasse une séance au pied. Tu vas faire comme d'habitude, tu prends ta routine, tu fais. Si tu en manques 3, par exemple, après ça c'est par rapport à votre expérience dans votre discipline, je t'invite à regarder et à faire différemment. Tu essayes, tu testes et puis on échange. Et en fait, c'est beaucoup de temps passé à échanger avec l'autre sur en fait, ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Sinon, pour moi, on arrive à une chose qui est un peu terrible, c'est que, ouais, mais comme je te connais, je sais ce qui est bon pour toi. Et puis, en fait, on donne un médicament, par contre, on n'a rien soigné.
Et ça, c'est comment on peut prétendre, nous, connaître les ressources dont les gens ont besoin à la place des personnes. Tu vois, et cette démarche-là, on peut sentir des choses. Oui, super, je lui ai donné la consigne, il a fait son coup droit, il a marqué. Ok, c'est super, ça c'est un coup. Par contre, ce qui est intéressant, je me suis amusé à le faire avec des jeunes joueurs, notamment au badminton, dans un tournoi. On me dit, tiens, tu veux pas là aller sur la chaise, comme ça tu t'occupes du gamin. Déjà, je le connaissais pas, hormis que c'était le copain de mon fils. Il joue, donc il y a une pause. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Si ce n'est comment tu vois le match, est-ce que toi tu es supérieur à lui ou est-ce que tu es supérieur et qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Et en fait, en le questionnant, la plus grosse surprise, c'était en fait, même à 6 ans, la capacité qu'il a eue d'analyser les choses et de se dire, il y a des choses, et ça, j'ai pris ça, je dis, ben ok, si toi tu penses que c'est ce qu'il faut faire, vas-y. Alors, il est jeune, c'est un contexte certainement amateur, mais je vous invite en tout cas à l'essayer de cette façon. Juste là, pour le coup, je vous fais cette invitation-là, c'est invitez-vous à être surpris par en fait ce que la tête a à vous dire. Parce que ça réfléchit, parce qu'il se connaît. Et vous lui donnez les clés chaque jour pour qu'il se connaisse de mieux en mieux. Et bien du coup, lâchez le dernier bride et invitez-le à parler de lui. Oui, pardon. Oui, ça c'est en rapport au geste technique. Est-ce que cette notion de préférence motrice, tu l'as amenée sur le travail de musculation, par exemple? On sait que c'est souvent très codifié en termes de sécurité sur les gestes. Dans quelle mesure tu peux aller sur des préférences motrices sur travail de musculation ou sur des gestes comme le squat? Il y en a qui y vont notamment par rapport à la position de la tête. Il y a des gens donc, qui vont être très à l'aise pour développer quand la tête est là et d'autres là. Et du coup, moi personnellement, je ne suis pas prépa physique, mais mon équipe qui rentre en formation sur les préférences motrices, aujourd'hui, travaille avec ça pour justement adapter le geste et pas faire en sorte que ça limite. Parce qu'en fait, même les athlètes de haut niveau, ils vont réussir, mais entre réussir et aller au max, il y a encore une différence. Donc il y a toujours une étape où en fait on laisse à l'autre le fait de prendre sa position. Bien sûr qu'il y a des indicateurs qui sont clés, mais autre exemple, on disait à certains, ouais, il faut que tu aies la tête haute. Parce que pour l'entraîneur, la tête haute, ça veut dire regarder. Mais peut-être que tu peux avoir la tête là, mais par contre c'est ton regard qui est différent. Et du coup, c'est la même intention, mais on ne contraint pas quelqu'un en fait, à avoir une tête haute qui lui sert pas, et naturellement, il est là. Et dans toutes les disciplines et dans tous les sports, voilà, ce qui rassure, c'est la technique, c'est ce qui est enseigné depuis des années et ce qui stabilise. Et finalement, dans tous les systèmes de détection, ou même aujourd'hui, quand on regarde les jeux, la seule remarque que tout le monde se fait, c'est « Oh là là, ce joueur, il n'est vraiment pas comme les autres. » Et j'allais dire, heureusement qu'il n'est pas comme les autres, parce que sinon, il ne serait certainement pas là. Parce que d'un coup, il est petit, alors qu'on avait dit qu'on recrutait que des grands. Ou alors, il est très grand et c'était une période où on n'avait pas fait attention au physique. Le rugby à 15, c'est un bon exemple pour ça. Il y a eu une période, suite aux défaites contre la Nouvelle-Zélande dans les années 2000, où ils se sont dit non, mais nous, on a le French Flair. Ça, c'est inscrit dans notre ADN parce qu'on est français. Donc, le French Flair, tout le monde là. Si on recrute des physiques en plus, là, on va battre les Néo-Zélandais et on va balayer tout le monde. Sauf qu'ils se sont rendus compte que des gars qui étaient physiques, on pouvait en trouver. Sauf que le French Flair, c'est pas écrit, c'est pas dans l'ADN. Et du coup, comment on joue après? Parce que si on n'est pas capable de faire des passes, physiquement, on est rapidement contré. Et aujourd'hui, des Antoine Dupont, des Gabin Villiers, on est revenu sur des profils qui sont atypiques à leur façon. Et heureusement qu'en fait, les systèmes de détection leur ont permis en fait, de passer à travers les gouttes et du coup d'évoluer. Parce que sinon, ils auraient fait partie... ah non, mais moi j'ai vécu... ah non, si tu fais pas 1m80, de toute façon, tu peux pas venir là. Non, non, à 16 ans, c'est pas possible. Et chez vous, chez vous au basket, il y a un bon exemple, c'est Stephen Curry, qui en parle souvent. Quand il avait les rapports de scouts sur les camps, c'était le gars qui était noté le plus moyen de partout. Donc heureusement pour lui qu'il a cru en sa bonne étoile, puisque a priori il est devenu plutôt pas mal. Mais en tout cas, dans tous les systèmes de détection, il était noté qu'il était moyen. Et ça, c'était assez intéressant. C'était un entraîneur senior qui nous l'avait montré, pour justement nous qui nous occupions des jeunes, essayer de sortir des images ou des idées préconçues qu'on a, pour en fait à des moments se dire on a cette faille. Quand on détecte des gens, franchement, moi j'en ai détecté pendant 15-20 ans,
il y a toujours des gens, pourquoi ça vous parle et pourquoi ça ne parle pas à l'autre entraîneur? Ça, c'est parce que ça nous renvoie, il y a le transfert, mais ce n'est pas l'histoire du transfert en termes de... Il va faire la carrière que je n'ai pas faite, c'est pas ça. Mais pourquoi? Moi, je sais que j'étais attiré par des joueurs qui étaient créatifs. J'ai développé un concept de jeu sur le jeu en lecture. C'est pas pour rien. Du coup, quand je recrutais des gamins, j'aimais bien les gamins qui, même des piliers, qui étaient capables de voir des situations des 3 contre 2. Donc c'est là aussi où c'est intéressant et l'individualisation, et dans votre métier d'entraîneur ou prépa physique, c'est quelle est la philosophie de l'entraîneur, comment il veut faire jouer son équipe, quel type de joueur il souhaite, et du coup, comment moi j'alimente ça en fait par mon travail. Donc ça prend, pour certains, ça prend pas beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris un peu de temps avant de faire un mémoire là-dessus et de poser un concept de jeu qui m'a permis en fait après de vraiment développer les joueurs en coachant l'intention, mais surtout en étant, comme on joue en lecture, en fait, j'étais que réflexif avec eux. Ok, pourquoi vous avez pris telle décision? Pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Donner du sens à la technique, c'est aussi quand on est contraint dans le match et qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Vous voyez? Et donc, moi, je ne me suis jamais autant éclaté que quand j'ai penché là-dedans. Si on rajoute à ça, dans les préférences motrices, il y a le côté physique. Mais il y a un petit côté, ça c'est le concept qui veut ça. Après, on y croit, on n'y croit pas. Je ne suis pas commercial d'Action Type. Il y a quand même des éléments qui nous permettent de nous engager dans les actions. Et là, qui touchent au mental. Et force est de constater, et vous allez le vivre, qu'il y a un lien entre le corps, la tonicité et certaines phrases qui vont vous activer ou pas. Et c'est pareil, dans la vie de tous les jours. Pourquoi il y a des gens qui vous activent quand vous les entendez parler? Pourquoi il y en a d'autres, ils peuvent dire des trucs super intéressants, vous captez 2 secondes d'attention et puis vous partez? C'est qu'à des moments, il y a des éléments aussi qui permettent de se lier consciemment ou inconsciemment. Voilà. Donc j'arrête de parler. Oui. Moi, je vais être honnête. La personne qui peut vous répondre très précisément, et peut-être que Julien ou la fera venir parce qu'elle est ici, c'est Joran, qui est préparateur physique en fait au badminton et qui lui a vraiment poussé. Moi, je l'ai poussé sur l'entraînement et sur la technique, et lui, il a poussé sur la préparation physique, avec notamment aussi les consignes sur la respiration qui sont pas les mêmes. En fait, il y a 2 profils qui peuvent être différents. Et sur tout ce qui est musculation vraiment individualisée, lui, c'est celui que je connais ici qui l'a poussé vraiment au plus haut point. Donc, je ne sais pas s'il aura l'occasion de venir. C'est pas prévu, mais Ouais, mais il faut que tu le contactes pour ça, parce que notamment sur la spécificité prépa physique, là, c'est un livre. Voilà. Moi, je vous parle d'intention et en tant qu'entraîneur, ce que j'aurais aimé en tout cas, avoir comme préparateur physique et pas plus. Ouais, juste là, ouais. L'idée pour amener l'athlète à être dans cette notion réflexive, c'est quand même un travail de longue haleine, c'est un travail d'accompagnement, c'est un travail éducatif. Oui. Et là où je te rejoins, c'est que notre rôle premier, il est là. Il est de faire en sorte d'amener... Merci. De pouvoir amener l'athlète à très bien se connaître pour qu'il soit en mesure lui-même de se piloter pour pouvoir évoquer ce qu'il ressent et éventuellement nous aider ensuite pour qu'on puisse trouver le moyen de lui permettre de progresser. Pour moi, ça, c'est capital. Je veux dire, pour nous, quoi. Et surtout avec les mômes. Et je pense que pour nous, il est très important d'être compétent dans tout ce que tu as évoqué au niveau de la communication, de l'écoute, certes. Très compétent aussi dans tout ce qui concerne les bases scientifiques des choses et techniques. On a été, et moi le premier, élevé à cette notion de technicité dont tu as parlé, et très compétent aussi dans ce qui apparaît aujourd'hui comme étant nouveau. C'est pas nouveau quand même, les préférences cérébrales, les préférences motrices, pour que eux, les jeunes, soient en capacité d'être les plus holistiques, entre guillemets, possible, pour pouvoir accompagner au mieux la personne, de manière à ce qu'elle soit elle-même la propre maîtresse de son développement, quoi. Ouais. L'idée globale... Elle est là. C'est de ne pas tomber par rapport au discours qu'on pourrait tenir et que tu pourrais tenir quand on est jeune, parce que pour avoir été à leur place et parfois être tombé dans cet écueil, de se dire, ça y est, technique d'un côté,
on laisse tomber maintenant, c'est plus que voilà, il écoute comment il est, ah ouais, il tire comme ça, c'est bon, on continue. Bon, voilà, c'est un équilibre, quoi. Dans C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ah, ouais. Non, mais je Mais suis tu as bien raison clair. tu as raison Non, de mais je suis bien prévenir. clair, c'est éviter en termes d'écoute, parce que quand on est jeune, parfois, et dans le milieu sportif, c'est un peu une critique, c'est quand même souvent ça. On voit quelque chose, hop, ça y est, c'est bon, c'est ça, on fait comme ça. Recul et je veux dire, réflexion une fois de plus. Voilà. Donc moi, en tout cas, sur le côté réflexif, ça a été, pour vous, je vous invite vraiment à questionner vos athlètes. Vous allez y trouver certainement du plaisir, vous allez être surpris et vous allez pouvoir encore plus leur faire passer des caps rapidement. Juste pour l'expérience, mais générale. J'ai besoin Julien, tu vas venir comme ça, au moins je prends pas la... C'était pas prévu. En fait, je vais vous faire la démo. L'invitation, c'est ça. Je vous fais la démo. Après, je vous invite, vous mettez par deux et vous testez. L'important, c'est que vous les viviez, les choses aussi. Parce que sinon, ça va rester dans la tête et en fait, il n'y a rien qui va se passer dans le corps. Donc, tout simplement, Julien, vous mettez perpendiculaire, vous demandez qui vient. Vas-y, mettez les mains là. Ok. Tu sens que je résiste? Oui. C'est bon? Ok. Tu vas dire je veux te pousser. Donc, l'intention, c'est que tu me pousses vers la prise. Ok. C'est bon, je t'en prie, dis je veux te pousser. Je veux te pousser. Allez. Ok. Très bien. Même chose, même consigne, tu testes ma résistance parce que là, ok. Il ne faudrait pas que j'ai un capteur comme ça au moins il apparaîtrait pour que tout le monde. Je vous dis c'est pas un tour de magie donc je veux qu'après vous le fassiez. Là tu vas dire je dois te pousser. Je dois te pousser. C'est pas une blague, je vous jure. Même ça, quand vous êtes entraîneur, et nous, quand on profite des athlètes, puisqu'on a de plus en plus de demandes d'athlètes qui préparent les jeux pour être profilés, on leur dit, quelle que soit en fait la consigne que vous recevez de l'entraîneur, dites-vous qu'il le fait dans votre intérêt et du coup, comment vous le transformez en intention. Donc, tiens, je veux que tu te lèves, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ok, ça c'est facile parce qu'on était en plus habitué à l'éducation, il faut qu'on écoute, on a une éducation en plus un peu chrétienne, donc il faut qu'on écoute, il y a le supérieur, il faut rien dire. Mais par contre, le cerveau, dans le je veux, je dois, il ne traduit pas de la même façon en termes de mobilisation. Donc l'invitation, vous avez vu, ça a été assez rapide. Donc juste, les consignes, elles sont simples, vraiment. C'est voilà, juste pousser dans la direction plutôt vers le bas. Donc c'est pour ça que j'ai montré la prise électrique. Donc ça c'est l'intention. Et c'est je veux, je dois. Il prend contact avec vous, voilà. Et vous vous calez pour qu'il sente la résistance. Et ça pousse progressivement pour aller jusqu'au bout. Et une fois vous dites je veux te pousser, ce que vous pouvez faire pour pas que vous disiez ouais mais moi je peux anticiper, c'est dans la tête, vous ne le dites pas, mais vous le dites dans la tête et vous essayez de forcer. C'est vraiment déceptif. Ok. Donc l'invitation, c'est que vous mettez par deux, vous trouvez un petit espace et vous essayez de tester ça. Allez, on y va. Allez. Ça te va comme ça? Non, vous n'allez pas pousser le
suivant. Restez debout, on va enchaîner. Et après, on fera une petite pause de vos questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi ton prénom? Marie, viens, s'il te plaît. Je vous montre l'exemple juste de ce que vous pouvez faire. Et ensuite vous le faites. Donc, vous êtes à deux. Vas-y, tends tes bras. Là, c'est vous simplement qui venez vers elle. C'est pas le contraire. Ok? Et là, vous poussez, vous voyez comment ça réagit. Donc là, elle part en arrière. Maintenant, tu mets tes mains comme ça. Ok? Là, pareil, on repart là. Et puis, ça résiste. Et là, c'est impeccable. Pour les sceptiques, hein. Ok? Donc on est là. Heureusement que je tape pas. Sinon elle part. Vas-y, plie. Ok? Là. Donc là, elle part. L'autre. Donc en fait, il y a a priori, il y a toujours deux profils où on va être plus solide que l'autre. Rien que là, deux personnes, déjà c'était pas les mêmes profils. Donc quand on parle d'individualisation, ton prénom? Julien. Julien, c'est quelqu'un qui va être distal. Donc qui aime bien avoir un peu de. Je confie. Voilà. Marie, j'ai pas fait son profil, c'est pas. Mais entre guillemets, elle aurait en tout cas la même boucle que moi, quel que soit le sens de la boucle. Moi, vous l'avez compris, je suis plutôt proximal. J'aime bien quand je suis proche des personnes, quand ça touche, c'est pas que le sport. C'est ma façon d'être. C'est pas lié à la taille des membres aussi? Ça, c'est pas gentil. Non, mais moi, je vais résister. Peut-être j'ai des petits membres, peut-être résister. Je vais résister peut-être plus à des trucs petits que des trucs aussi distants où lui il est grand. Pas de soucis. Peut-être, j'ai pas de. Non, mais je sais pas si question. Une question. Regarde, on va voir. Là, a priori, toi, tu pars. Vas-y, un peu comme ça. Voilà, là, il se met en jambe en plus. Ça, c'est son vrai profil. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, il va partir. Et là, il va résister. Ok. Mon bras gauche. Ok. En fait, il y a aussi à des moments, et le collègue podologue qui utilise les préférences, c'est que c'est pas une question en termes de gabarit. D'accord. Voilà. Et c'est pas une question de levier. C'est ça, c'était ma question. Non, parce que pour les leviers, en fait, il y aurait. Ok, donc du coup je vous invite pareil à juste tester pour voir les deux boucles différentes. Vous l'avez vu, ça se fait assez rapidement. C'est les talons qui partent en arrière. Attends, je m'éloigne. Ah, putain, il m'a dit que j'ai le cours. C'est doucement au début, apparemment. Allez, je peux aussi. L'autre, il doit faire Superman, il se marche. Il y a quelqu'un qui met un truc Moi, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver chez lui. Verrouillage proche. En pistal, déverrouillé. Tu vois, je me posais la question parce que c'est vrai que dans le muscu, dans les actions de tirage, les gens font des grands leviers pour aller dans les tirages et effectivement dans les, tout ce qui va être bench, dans les actions poussées de tirer.
sont pas, en tout cas, sont pas les mêmes profils à la base. Normalement, dans tout le testing, il y a 8 tests. Donc, si vous multipliez par 8 la possibilité que, là, on n'a pas le temps parce qu'on n'a qu'une heure et demie. Je suis allé en Guadeloupe au mois d'octobre. Il y avait 23 coachs. Ils ont tout testé, tous les tests. Enfin, ils ont fait tous les tests. Ils avaient noté au tableau ce qui ressortait. Et je leur ai demandé d'observer quelque chose. Bon, ils ne sont pas arrivés en tout cas de premier instinct. Ils se sont rendus compte qu'en fait, sur les 23, il n'y en avait aucun qui avait exactement en fait, le même profil. Et du coup, la conclusion, c'était de dire comment on peut espérer le même résultat sur 23 personnes qui sont différentes. Ça, c'était CQFD. OK. L'autre partie intéressante, enfin, il me semble en tout cas intéressante sur les préférences motrices, c'est certaines personnes sont plus réactives à certains mots ou à certaines phrases. Du coup, je vais vous inviter à le tester d'abord. Les mouvements, je vous les donne, c'est 4-5 fois en fait, monter sur la pointe des pieds. De suite après, vous poussez la personne, je vais le faire la démo, vous poussez la personne, la même chose les yeux fermés. Et l'autre test, c'est vraiment là, vous relâchez tout, ça va craquer dans le dos certainement. Yeux ouverts, yeux fermés. Même chose, chaque fois que vous demandez à la personne de pousser, vous voyez en fait ce qui ressort. Normalement, des 4, il devra ressortir 1. Au 1, ce sera l'autre étape, donc je vous la décris là. Il y aura une phrase qu'on va dire, on va demander à la personne de pousser, et des mots qu'on va dire, on va demander à la personne de pousser. Qui veut bien vivre le truc? Allez, vas-y. Donc, ton prénom, là, Cyril. Ok, tu te mets perpendiculaire déjà pour faire moi. Voilà. Tu montes 4-5 fois sur la pointe des pieds de façon dynamique, les yeux ouverts. Voilà. Ok, c'est bon. Donc tu te cales dans la position qui te va bien, tu sens que je résiste comme l'autre fois. C'est bon, t'as rien à dire, essaye juste de pousser. Ok. Tu fais la même chose, les yeux fermés. Juste monter sur la pointe des pieds. C'est bon. Ok, tu te remets en position. Vas-y. Non. En fait, je te dis non parce que dès que tu cherches à me donner le levier, ça veut dire que tu n'as pas même pas poussé. Maintenant, ce que tu vas faire, un mouvement comme ça, les yeux ouverts. Vas-y. Voilà, va chercher loin. Les yeux ouverts. Tu peux. Tourne les hanches. Tu peux voir qu'il est bien associé par contre. C'est bon. Donc, vas-y, tu te connectes à moi. Vas-y, je t'en prie. Allez. Ok, tu fais la même chose, les yeux fermés. Ok, tu peux ouvrir, tu te connectes, tu sens d'abord que je résiste et après tu vas. Ok, je vais simplement te dire du coup des phrases et on va voir si ça réagit ou pas. Ça te va? Ok. Tu veux les répéter ou pas? Non, bah, tu peux l'avoir en tête si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, comment je vais Cyril. Écoute, c'est vraiment super ce que tu as fait. Tu es sélectionné, tu as vraiment très bien travaillé, tu es récompensé. Ok, écoute, je sais pas ce que tu as fait la semaine dernière, mais tu n'es pas sélectionné. Ok, bon, vous allez dire, ouais, mais c'est positif, négatif. Ok, écoute, t'es super bien organisé, c'est très très bien, on peut partir. Allez. Ok, super bien travaillé, tu pars en sélection. En fait, c'est un ancrage qu'on appelle externe. Donc Cyril, en fait, il a besoin d'une chose, c'est de vivre les choses. Et lui, en fait, en cours, c'était pas à l'aise pour lui. Il fallait vite qu'il vive, et sinon, voilà. Et par contre, il est très touché par tout ce qui est je travaille, j'ai besoin d'un impact immédiat derrière. Donc ne me parle pas dans 10 ans ou quoi que ce soit. C'est juste ça, c'est un petit moteur, c'est-à-dire une petite flamme. C'est pas le truc définitif, mais c'est la petite flamme qui fait que ça va l'engager. Si on lui dit t'as super bien compris, t'es super organisé, il entend, mais le reste après, pour lui, ça n'a pas d'action, en tout cas sur sa poussée et sur sa tonicité du corps.
Le deuxième petit élément, ce que je vais te demander, c'est que tu vas faire du coup les yeux fermés, droite-gauche, comme ça. Les yeux fermés direct. Ouais, direct. Voilà. N'aie pas peur. Dans la lumière, allumée. Vas-y. Je t'en prie. Donc tu te mets en position, c'est bon. Tu ouvres les yeux. Tu vois que je résiste d'abord. Ça c'est important. Et tu vas. Ok. Maintenant tu bloques tes hanches. Pareil, les yeux fermés. Et c'est juste les épaules qui tombent. Voilà, super. Allez. Ok. Donc pareil, même chose. Allez. Ok. Le dernier, les yeux fermés. Tu ouvres et tu fermes tout, tu rentres la tête. Voilà. Rentre et tu ouvres pareil, 4 fois, sans même tes hanches à la fin. Super, ça a craqué là. Ça fait un moment que. Ok. Du coup, je vais lui dire un mot. Tu les as vus là? Tu t'es vu? Allez, pousse. En fait, il entend. Mais ça, par contre, ça. Bon, écoute, ton idée elle était vraiment top. Il faut vraiment que tu l'amènes au prochain séminaire. Ça, c'est quelque chose de lui qui va l'animer. Ça veut dire que quand vous lui parlez, s'il dit que. Eh, mais c'est nul ce que tu dis là. Là, déjà, vous l'avez perdu. Par contre, vous pouvez lui dire, ah, l'autre, il s'est foutu de ta gueule et tout. En fait, il entend, il y a l'ego, mais l'ego, c'est le cheat. En fait, ce qui va l'animer, c'est quand s'il trouve un coach ou un environnement où il va pouvoir lui avoir des idées, où il va pouvoir les développer, et ensuite, là où il a des retours immédiats sur j'ai travaillé, il me faut un retour là. Voilà, c'est pas un horoscope, c'est pas un truc comme ça, mais juste c'est au-delà de ça, parce que là ça peut paraître vraiment, c'est juste le ressenti en termes de tonicité, parce qu'en fait c'est ce qui est important, c'est de comprendre l'importance des mots par rapport en fait à l'impact que ça a sur l'autre. Ça c'est important. Du coup, c'est à eux qu'il faut parler. Comment tu as vécu quand, en fonction des phrases, c'est quoi qui s'est passé? Déjà sur les mouvements que moi tu m'as fait faire, il y a des mouvements où je sens que moi les yeux fermés, je suis beaucoup plus à l'aise parce que je ressens mon corps et que c'est comme ça que je maîtrise plus les choses. Donc, effectivement, j'ai besoin de faire. Et après, dans ce que tu m'as dit, effectivement, moi, quand on me met un message positif et constructif, tout de suite, moi, ça me remet en énergie, quoi. Mais bon, moi, dès qu'on me sabre, dès qu'on m'envoie un message négatif, tu peux être sûr que. Du coup, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, ouais, c'est facile, message positif, on est positif, et l'autre. Écoute, Cyril, c'est vraiment super. Pendant tout ce match-là, tu as vraiment. Allez, comment je. Ouais, tu as atteint tes objectifs. Allez. Tu t'es fixé des objectifs très très hauts, tu les as atteints. Il s'en fout en fait. Vraiment, il s'en fout. Par contre, vraiment, ton idée là, elle était top. Il faut qu'au prochain séminaire des cadres, tu l'amènes. Il est activé par ça. Je sais que ça peut vous paraître fou, et j'ai pas de souci avec ça. Une fois de plus, c'est ce que j'avais dit à Julien. Et vous allez le vivre. En tout cas, c'est l'invitation, c'est que vous le fassiez. Hein. Vous avez vu les mouvements. Je peux venir et passer. Le fait, c'est de le vivre. Moi, j'ai pas d'intention de bouger plus à l'un que l'autre, et je suis pas commercial des préférences motrices. Donc, je vais pas venir me retirer de l'argent avec un chapeau, vous dire je peux venir dans votre pôle et vous allez toucher de l'argent. C'était juste l'invitation à vivre ça. Et vous allez vous rendre compte donc qu'il y a des personnes qui sont dans la vie compréhension et d'autres qui sont ancrage. Les gens compréhension, c'est des gens, tant que ça ne s'est pas passé dans la tête, le corps ne part pas. Et il y a des gens qui ont besoin de vivre et apprendre en faisant. Et ça, ce sont les gens ancrage. Donc ça, c'est déjà une famille. Il y a les ancrages en plus interne-externe et la compréhension interne-externe. Chaque fois, il y a des phrases qui correspondent pour activer, on va dire pour débloquer. Et pareil, est-ce qu'il y a des gens qui sont en relation, des gens qui sont en compétition et des gens qui sont en projection? Cyril est plutôt projection. Il y a des gens en compétition, et si vous êtes tous entraîneurs ou vous avez été sportifs, vous voyez dans les vestiaires, il y a des gens qui sont comme ça et qui tirent le menton vers l'avant. Franchement, 9 fois sur 10, ne leur dites pas qu'il y en a un qui leur a dit qu'il était nul et qu'il était con, parce que là, par contre, ils vont vous fighter. Ça, c'est ce qui les active. Les gens qui sont en compétition. Et vous en voyez dans les vestiaires qui font ça, qui sont en braise. Et puis il y en a d'autres qui sont comme ça. Et en fait, ils sont en train de s'activer. Et ils s'activent physiquement. Donc, en gros, c'est vraiment qu'un outil. C'est pas la finalité, les préférences. Il y a plein d'autres choses qui existent. Mais c'est comment aussi
conscience à l'autre de finalement ce qu'il active, faire prendre conscience de ce qu'il active. Voilà. Ok. Je suis désolé pour le silence, je vais me tuer toute la salle. L'invitation, c'est que vous le viviez. Donc, allez, sautillez, poussez, vivez le truc en fait. Et après, pour les phrases, je passe, je peux vous en dire. Voilà, vivez le truc. Ouais, 200 balles. Non, je rigole. J'en profite, je reprends le cours. Moi, je me forme un petit peu à côté sur de la prépa mentale, sur de la PNL, et on parle de VACOG. Est-ce que ça a un impact ou est-ce que ça a un lien Le VACOG, c'est un outil aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais parce que moi, comme je suis kinesthésique, plutôt, tu vois, donc quand je ferme les yeux, effectivement, moi, ça m'active. Mais est-ce que ça a une relation particulière ou pas? Non. Activé quand tu as eu les yeux ouverts. Ok. Je vous laisse tester, pardon. Voilà. Voilà, testez, vivez ça. Attends, on va changer de côté, on va se mettre là. Ça marche. Attends, non, avant, non, il y avait autre chose à faire. 4 mollets, 4 fermés, 6, 4, 4. Allez, vas-y. Là, c'est moi qui dois te dire. On s'affiche les jambes un peu pour accompagner. Non, c'est moi qui dois te parler. Allez. Jette pas sur moi. Ton mémoire, on n'est pas venu. Fermé? C'est le moment, vas-y. Le bassin, non, mais après, tu as fait le haut. T'as fait ça? Ah non, là, il m'a fait juste les épaules. Là, il m'a fait faire ça. Il décolle même pas. Non, elle décolle deux fois. Non, le premier, j'ai essayé de merde, j'ai réussi à rester sur la Zéro patate. Zéro patate. Allez, comment il a fait? C'est comment son... Et là, le fait de le dire avant, ça neutralise pas. Non mais là, par rapport à tout à l'heure... Calme-toi pour qu'on sente la résistance. Après, peut-être ouvert et fermé. Ah ouais, non. Mais vas-y, déjà, depuis tout à l'heure, c'est là où elle dégage le plus. Tu me contactes et que... Pareil, la même chose. Tu n'actives pas les mêmes choses. Et en fait, à chaque version, c'est qu'à chaque version, c'est des mouvements qui vont faire le tactique. Là, je t'ai senti moins fort. Là. Cette fois-ci, je n'ai pas activé. Je n'ai pas senti activé. Ça peut être... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Le profil, forcément, oui, ton point mobile est vers ça. C'est-à-dire que tu as
C'est que là, je vous l'ai fait rapidement.
Je vous invite à revenir à vos places parce que Julien m'a dit que c'était bientôt fini. Juste pour finir, je le répète parce que c'est important. Julien m'avait demandé qu'à travers l'exemple d'un outil dans lequel on peut croire ou pas croire, ça vous appartient et je ne suis même pas là pour vous convaincre, je ne vends pas le produit ou quoi que ce soit. En tout cas, vous vous rendez compte quand vous faites le testing qu'en fait, déjà, il y a des profils différents. Il y a un impact démo sur vous qui est différent en fonction des personnes. Ça, c'est pour le côté, on va dire, je ne vais pas dire, un peu mental. Et imaginez-vous si on fait les 8 tests en fait physiques. Quand vous couplez tout ça, combien ça peut faire de différence quand, comme là, vous avez un amphi avec 40 ou 50 personnes. Du coup, je reviens au départ. Une chose importante, vous coachez des personnes et pas des athlètes. Ça, c'est important. Et à travers cet exemple-là, donc Joran, vraiment, c'est une invitation pour la transformation sur la préparation physique. Et juste aussi par rapport aux personnes, là, je vous ai demandé de vous tester entre vous. Il y a une formation, il y a besoin aussi d'acquérir une certaine distance pour être disponible pour l'autre et pas de se dire je pense qu'il est comme ça, donc là, je me retire ou inconsciemment. Je répète, ce n'est pas un tour de magie. Et j'étais pas là pour vous faire la démo avec un nez rouge et le chapeau. C'était pas ça l'intention. C'était juste pour vous montrer qu'il y a des outils. Il existe des outils plus ou moins scientifiques. Et pour le coup, celui-là, il y a quelques éléments qui ont été dissociés, comme aérien, terrien, scientifiquement, donc qui ont été prouvés. D'autres sont à l'épreuve. Nous, on est en train avec les tests de plateforme de force, on est en train de voir s'il y a une corrélation entre les asymétries remarquées et les différents profils. Pourquoi ? Parce qu'il y a des profils qui vont être symétriques, et puis il y en a d'autres qui vont être très jambe gauche et d'autres très jambe droite. Donc on est en train d'essayer de voir s'il y a une validation, en tout cas scientifique, qui peut apparaître. C'était juste pour vous dire que vous faites un métier extraordinaire, que vous, en tant qu'entraîneur, vous êtes déjà un et singulier. Donc dites-vous que quand vous avez 20 athlètes, vous avez 20 fois une personne qui est totalement différente. Je reviens là-dessus. Si vous espérez faire la même séance à 20 personnes en pensant obtenir 20 fois les mêmes résultats, je pense que vous allez découvrir rapidement que vous n'allez pas y arriver. Donc, d'où les petites questions de départ entre j'ai un sport co, j'ai un sport individuel, qu'est-ce que je priorise ? J'ai entendu les remarques très pertinentes et ça en fait partie de l'individualisation. Quand vous recevez des personnes à l'entraînement, essayez de faire un petit screening qui vous appartient, mais vous pouvez voir en fait qui vous avez en face. Est-ce qu'il est sanglé ? Est-ce qu'il a des problèmes à une jambe ? Peut-être faire son historique de blessure, c'est déjà commencer à faire de l'individualisation. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher non plus très très loin. Mais par contre, mis bout à bout, pour moi, ça nécessite une autre chose, c'est une collecte des données. Il faut que vous ayez un endroit où vous puissiez mettre les données pour des fois aller vous y replonger, pour voir les évolutions. Ça permet des fois à des athlètes aussi de se rassurer sur la démarche qu'ils sont en train de faire. Donc c'est important de stocker, mais là je ne reviendrai pas sur le besoin de développer un athlète management system, donc une plateforme sur laquelle vous pouvez stocker les tests physiques, mais peut-être des pourcentages basket de défense, d'attaque, de contre-attaque, de rebond. Tout ce qui peut être important en fait dans votre modèle de perf. Voilà, j'irai pas plus loin. Je vous remercie en tout cas de vous être prêté au jeu. Et puis, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez discuter entraînement, vous êtes les bienvenus quand vous venez à l'INSEP. Peut-être, si on a juste le temps de prendre une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un a... Oui, Marie ? Oui, moi je te l'ai posé avant en privé, mais avec ton expérience, on acquiert le même schéma. Pour toi, tout au long de notre vie, on a le même schéma sur lequel on se construit, ou peut y avoir un contexte qui nous fait évoluer parce que c'est un peu réducteur quand même de mettre dans la case, enfin pour moi en tout cas.
Tu as raison, parce que quand j'ai fait cette formation, c'était ma seule crainte. Et du coup, je n'ai pas profilé mes joueurs. Je les ai juste invités à essayer autrement. Donc en fait, je ne les ai pas profilés. Ça ne m'intéressait pas, ce côté-là. Pour en fait, mais c'est aussi, comment dire, moi, ce qui m'anime, c'est je vais à la découverte des personnes et donc qu'est-ce qu'elles ont à m'offrir. Donc de fait, je n'ai pas attaqué par les mettre dans des cases. D'autres personnes vont être plus à l'aise si elles sont dans des cases. Après, ça vous appartient. Je le répète, c'est qu'un outil. Je finis là-dessus. Pour moi, il y a de la plasticité. Donc, il y a une forme d'évolution tout au long de notre vie. La seule chose que j'ai acquis comme conviction, c'est que quand on est en situation d'urgence, on revient irrémédiablement, par contre, à ses motricités primaires. Voilà. Donc, quelqu'un qui est dissocié ou quelqu'un qui est associé, il va falloir du travail pour que ce soit un dissocié. Il va pouvoir incliner de façon différente. Ça va peut-être plus vous correspondre, mais ce ne sera jamais un dissocié. Il y aura un pourcentage où vous allez pouvoir agir, mais à un moment donné, c'est le corps qui va vous dire non. Et en étant ici, et notamment avec certains pôles, dont certains dont on a parlé, il y a quand même des gamins qui se retrouvent à 20 ans avec des hanches en titane. Parce que 10 000 heures d'entraînement à répéter les mêmes gestes, ben, à des moments, ça crée aussi des pathologies. Et là, ce n'est pas qu'une question de profil, c'est une question de comment ils sont armés pour subir les charges d'entraînement, comment on ne les enferme pas dans une technique, mais dans du résultat, dans coacher l'intention. Et moi, je pense que ce serait déjà une bonne piste pour diminuer les pathologies. Voilà. Plus de questions ? Oui. Je peux aller plus loin dans la réponse, hein, mais... Non, comme je ne suis pas là pour faire le cours sur les préférences motrices, parce que sinon il faudrait 15 jours, c'est juste qu'on a une boucle où on a deux profils, on va dire, on a un profil de grande boucle, c'est 80% du temps. Moi, 80% du temps, je suis ce qu'on appelle quelqu'un de global. Donc j'ai ma façon de fonctionner. Par contre, si je suis en situation d'apprentissage ou de stress, en fait, je viens sur un autre profil, donc qui est une boucle opposée. C'est pour ça que chaque fois, il y a eu 2 tests. Et ça a permis de déterminer 2 boucles. Et dans cette boucle-là, je m'y reconnais bien. Hein. C'est-à-dire que là, vous pouvez passer dans mon bureau, c'est vraiment le bordel le plus complet, parce que je suis bien en ce moment. Si je reviens et je ne suis pas bien, au même titre que mon ami Cyril, ben là, on va avoir le tableau où tout est écrit, où tout est classé. Et en fait, moi, je sens qu'en maintenant, je bascule, en fait. Et mes tableaux sont différents quand je bascule parce que je sens que là, j'ai besoin de classer, de codifier. Si vous venez me parler quand je suis dans ma petite boucle, ce qu'on appelle petite boucle, je vais être très succinct, très, très clair et très précis. En général, ça va dépasser 3 points. Voilà. Et il n'y aura rien d'autre. Quand je suis dans mon bon profil, par contre, je vais vous raconter des histoires jusqu'à ce soir, demain et après-demain. Et du coup, la théorie développée par les préférences motrices, c'est qu'on a en fait 4 profils, et je fais cette boucle-là, et en fait, en fonction des situations, on a des éléments qui changent, qui évoluent et qui nous font basculer. Et ce que les athlètes ont baptisé de flow, entre guillemets, c'est quand en fait, quelle que soit la situation rencontrée pendant le match, ben, il y a une espèce de continuité entre les profils qui switchent. Et on pourrait imaginer une espèce de complétude quand on est capable de passer d'un profil à l'autre, même inconsciemment. Voilà. Pour finir, c'était un exemple qui avait été, en tout cas sur les plateaux de Canal+, c'était Dominique Fournet, je crois, qui était intervenu. Il y a eu une polémique sur Franck Ribéry, et donc c'était un droitier, il voulait jouer à gauche. Et tout le monde se disait, mais quand même, lui, il fait sa star, il ne peut jamais faire comme les autres. En étant testé, en tout cas, les hypothèses émises par les personnes donc sur le plateau, c'était qu'en fait, c'était quelqu'un qui avait son œil, sa vision périphérique préférentielle à droite. Et donc, quand il était au bord de la touche à gauche, ben là, il voyait tout le jeu, les partenaires. Même s'il n'était pas sur le bon pied, il pouvait lui choisir le moment par rapport à l'adversité. Si vous vous collez ici, donc vous avez le ballon ici, vous avez l'œil vers la touche et les tribunes,
ça veut dire que vous perdez de vue le reste. Donc, mais ça, testez-le. Combien de fois j'ai demandé à mes joueurs, sans le savoir, hein, et il n'y a pas de hasard. Vous dites, allez-y, on fait 2 équipes, vous vous mettez du côté où vous voulez et avec qui vous voulez. Vous inquiétez pas, ils ne vont pas se mettre du côté où ça ne les arrange pas. Peut-être que vous, ça ne va pas vous arranger en tant qu'entraîneur parce que vous aviez imaginé, mais eux, ils vont se mettre du côté qui leur vont très bien. Ils ne vont peut-être pas consciemment vous expliquer pourquoi, mais rassurez-vous, ils vont se mettre du bon côté pour eux. Que ce soit l'œil, que ce soit la verticalité, que ce soit une épaule qu'on engage préférentiellement. Voilà, il y a plusieurs éléments là-dessus. Donc, c'est vrai que moi, c'est le côté des préférences motrices, pour finir de te répondre, du coup, qui m'ennuie, parce que j'aime pas catégoriser. Mais du coup, j'ai trouvé mon compte simplement en essayant d'orienter, en ayant une ouverture déjà d'esprit, en acceptant que les gens ne pouvaient pas être comme moi, ou fonctionner comme moi, et du coup, inviter l'autre juste par l'intention. Voilà. Merci. Parfait, on va s'arrêter là. Je pense qu'on peut applaudir Thierry. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a invité à aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et vous l'avez compris, ce matin, on ne s'est pas juste contenté de rester assis dans l'amphi et d'écouter l'intervenant parler. C'est en gros comme ça qu'est organisée toute la formation. Je parlais tout à l'heure de la formation de prépa physique. C'est comme ça qu'on l'a organisée. Il y a beaucoup de choses terrain et beaucoup de choses interactives. Cet après-midi, on va faire encore un peu plus dans l'interaction terrain, puisqu'on ne sera pas dans l'amphi. Je vous donne rendez-vous à 13h30 au pôle basket. On sera sur le terrain et j'ai demandé à Laurent Labatte, qui est à la fois chez Cresport et chez Fort Trainer, de venir et de nous amener un certain nombre de matériels, des nouvelles technologies que les préparateurs physiques utilisent ou vont utiliser. Et il va faire plein de petits ateliers pour que vous manipuliez ces outils, que vous puissiez toucher un peu, tester, voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la première intervention de l'après-midi à 13h30, qu'on débutera sur le terrain au pôle basket. Et on reviendra ici après, aux alentours de 15h, puisque le dernier intervenant de la journée sera Manu Lacroix, qui est arrivé et qui est là-bas dans la salle. Et on reviendra sur une partie un peu plus amphi et assis pour écouter ce que Manu va nous raconter. Voilà le programme de la fin de la journée. On s'arrête là, il est midi. Bonne pause déjeuner à tout le monde et à tout à l'heure. Ah, oui, Sabine ?